il y a une réalité qui est ce qu'on perçoit, et il y a une réalité qui est la vraie réalité. Le rien n'existe pas, il n'y a que des quelque chose. C'est-à-dire que la question que vous devrez vous poser, c'est pas combien est-ce qu'on va vous coûter, mais combien est-ce qu'on va vous rapporter. Moi, ce que je veux, c'est que tu m'appelles et que tu puisses me convaincre de pouvoir prendre un service chez vous. Dans cette nouvelle édition de podcast, j'ai eu un invité spécial, un invité particulier qui est directeur de sales, directeur de vente. Et vous savez tous bien que la vente, c'est un atout, c'est un skills incroyable, important pour la suivi d'un business. Tout simplement parce que si vous ne faites pas de vente, vous ne pouvez pas faire prospérer votre business. Alors, dans cette vidéo, j'ai invité un top closer, il s'appelle Peter. Et la particularité de Peter, c'est qu'il n'a que 19 ans. Voilà, vous allez me dire, c'est de la blague. Il a 19 ans et il est déjà directeur commercial. Oui, il n'a que 19 ans, mais Peter a des super pouvoirs. Alors, on va pouvoir voir ça tout au long du podcast avec lui. Mais je pense que l'un des atouts de Peter, c'est que pendant son enfance, ses parents l'ont un peu encadré dans tout ce qui est lecture. Et Peter a énormément lu. J'ai été agréablement surpris quand je suis arrivé chez lui. J'ai vu toute une bibliothèque de livres et il m'a dit que tous ces livres, il a déjà lu tous ces livres depuis qu'il est petit. Donc, je parle pas de 20 livres, je parle pas de 30 livres, je parle pas de 50 livres. Je vous parle de 400 à 500 livres. Donc, imaginez un peu. Peter, c'est quelqu'un qui a beaucoup lu un peu de tout, de l'histoire, de la poésie, je sais pas, de la science-fiction, etc. Et donc, qui est très, très intéressé par tout ce qui est philosophie. D'ailleurs, je pense qu'il a fait 1 an d'études en philosophie et de psychologie. Après, il a fait la transition directement pour la vente où il a fait pas des études en vente, mais une sorte d'école de formation assez rapide, un peu comme dans le coding, vous pouvez faire des bootcamps sur 2 ou 3 mois pour comprendre un peu le contexte. Donc, je pense que c'est ce qu'il a fait. Ensuite, il s'est rendu compte qu'il avait un super talent en termes de vente parce qu'il arrive à convaincre, etc., etc. Donc, on a parlé de pas mal de sujets et je me suis même prêté à un exercice intéressant avec Peter. L'exercice, c'était tout simplement qu'il puisse nous vendre une prestation. Donc, je me suis mis dans la peau d'un chef de restaurant, tout simplement d'un directeur de restaurant. Et Peter, en fait, son rôle, c'était de me vendre la création d'un site internet pour mon restaurant. Alors, vous savez, la galère de vendre un site internet en 2023 parce que tout simplement, un site internet aujourd'hui, ça n'a plus trop de sens. Et également, j'ai été un peu dur dans le truc. Il faut dire que cet exercice que nous avons fait était un petit peu spécial parce que Peter ne maîtrisait pas le produit. Donc, parce qu'en fait, pour vendre un produit, il faut le maîtriser déjà pour avoir les bons arguments. Et j'étais un peu difficile dans mes réponses. Donc, voilà. L'une des stats incroyables à son actif, c'est que Peter a pu closer un contrat de 60 millions déjà à son actif. Et plus récemment, je crois que ça fait quelques semaines, après l'avoir tourné notre podcast, il a closé récemment. Il a fait un contrat de 10 millions pour une entreprise. Donc, moi, je trouve que c'est quelqu'un d'assez intéressant. Et je pense qu'il est un petit peu dans son monde. Vous allez constater probablement. Donc, il est un petit peu dans son monde, mais c'est très intéressant lorsqu'il fait des ventes. Forcément pas avec moi, mais je l'ai déjà écouté en train de vendre un produit et c'est très très intéressant. Et je pense que je vais faire d'autres podcasts avec lui ou enregistrer des vidéos avec lui où justement il est en exercice sur un produit beaucoup plus sérieux, un produit qu'il maîtrise véritablement. Dans ces podcasts, on a parlé de philosophie, on a parlé de son parcours, on a parlé d'étymologie, on a parlé de société, on a parlé d'éthique, on a parlé de plein de sujets. J'espère que vous allez aimer en tout cas. Je vous souhaite un excellent visionnage. Donc n'hésitez pas de rebondir en commentaire si vous avez des préoccupations ou s'il y a un sujet sur lequel vous voulez rebondir rapidement ou donner votre avis, etc. C'est comme vous voulez, on est ensemble et on se reprend tout à l'heure. T'as levé 8 millions pour Big. Alors, c'est pas une information. C'est ça, non, c'est pas une information, c'est pas une information privée. Je n'ai pas levé 8 millions, j'ai enclenché. Alors, un SDR, c'est quelqu'un qui va prendre un rendez-vous, donc il y a un processus de. C'est comme un enclenchement en fait, on enclenche un processus de closing. Et j'ai effectivement, oui, j'ai fait ça pour notamment le groupe Bigard, mais j'ai fait ça pour d'autres groupes. Le plus gros groupe, c'était un obscur groupe dans le Pays Basque, qu'on appelle, comme je vous disais, la surprise, le groupe Bigard. Tout le monde connaît le groupe Bigard. Pourquoi obscur? Un obscur parce que, je vais vous dire le nom, le groupe Naze. Le groupe Naze, qui est-ce qui connaît le groupe Naze? Personne ne connaît le groupe Naze. C'est un groupe qui consomme plus de 20 millions d'euros par an de carburant et de péage. Donc, vous voyez, première surprise, les grands comptes sont plus simples à démarcher que les petits comptes. Deuxième surprise, les grands comptes sont pas forcément ceux à quoi on s'attend. Il faut pas juger les gens à la calotte. Voilà. Donc, ensuite, et c'est là, à partir de ça, quand j'ai commencé à m'y connaître dans le monde quand j'ai commencé à connaître un certain nombre d'adresses, un certain nombre de personnes dans le monde du transport, j'ai fait la connaissance du PNB. Le PNB, alors, Jordi connaît ce qu'est le PNB. Ouais, le PNB est un réseau d'affaires qui, je pense qu'à un moment donné, tous les gens qui veulent rentrer dans le monde des affaires doivent, à un moment donné, rentrer dans un business club, ou dans plusieurs business clubs quand même. C'est comme des institutions qui organisent des événements où on peut rencontrer des gens pour faire du networking.
Et je pense que ce qui a fait la différence à mon niveau, c'était mon networking. J'ai été bon en networking, je suis parlé aux bonnes personnes, des bonnes choses. C'est-à-dire que quand vous rencontrez des gens, il faut savoir de quoi vous allez leur parler. Et l'idée, donc, ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est donc comment, alors, pour partager mon parcours, comment je suis devenu directeur commercial. Ouais, à c'est ça, 19 c'est ans. ça qui nous intéresse. Bien sûr, mais c'est parce que je vous expliquais, donc, pour voir toutes mes expériences, que Ouais, bien sûr. j'ai vu du petit compte, j'ai vu du gros compte, j'ai vu un peu de tout, j'ai vu comment un certain nombre de choses fonctionnaient, et j'ai vu surtout comment on se lie avec les bonnes personnes pour rentrer dans les bons endroits. Donc, l'idée principale de ça, c'est que... Alors, comment est-ce que je suis devenu directeur commercial, du coup? À partir de tout ce parcours-là, parce que c'est tout le parcours, donc il faut se créer un CV. Après, ça, c'est des choses, bon, je vais pas vous l'apprendre comme ça en direct, parce qu'il faudrait qu'on ait le template, mais il y a des templates pour ça en ligne. L'idée, c'est que vous mettez des KPI, vraiment des données clés. Par exemple, je sais pas, ce mois-ci, j'ai fait tant de chiffres. Ce mois-ci, j'ai fait... Enfin là, sur ma période de travail de tant de mois, j'ai fait tant de résultats. L'idée, c'est de montrer votre valeur. Vous allez faire de la démonstration de valeur. Et ça, c'est sur votre CV. Après, en direct, quand vous allez parler aux gens, quand vous allez aller à des événements, vous allez vous présenter comme déjà quelqu'un qui a quelque chose à proposer. Et la question, c'est qu'est-ce que vous avez à proposer? Et la réponse, c'est qu'en fonction des formations que vous avez faites et des connaissances que vous avez, que vous pouvez acquérir sans formation spécifique, sans prendre 5000 € de dette, vous pouvez avoir déjà un certain nombre de connaissances. Alors après, évidemment, si vous regardez 3 vidéos, ce ne sera pas la peine, mais si vous... L'essentiel, c'est d'avoir une forme d'expertise et d'apporter quelque chose à votre interlocuteur. Parce que les gens qui viennent... j'ai oublié comment on appelle ça, mais il y a une catégorie de gens qui viennent des événements networking, on appelle ça... Ah voilà, on appelle ça des algues. On appelle ça des algues parce que les algues, qu'est-ce qu'elles font? Elles pompent. Les algues, on les met dans la mer, puis pouf, ça pompe. L'idée, c'est de ne pas être une algue, c'est d'être quelqu'un qui va apporter de la valeur à quelqu'un. C'est de ne pas être une forme de... pas de parasite, on va dire, mais... Parce que après, potentiellement, même si vous êtes une algue, vous pouvez après devenir quelqu'un qui apporte une valeur. Mais l'idée, c'est toujours d'apporter de la valeur à votre interlocuteur dans l'immédiat et pas juste de baigner dans, je sais pas, dans un événement et de prendre ce qu'il y a à prendre, quoi. L'idée, c'est d'apporter quelque chose en échange. Ouais, voilà. Ouais, bien sûr. Donc, comment j'ai fait pour devenir directeur commercial à partir de mon poste CAM? J'ai rencontré quelqu'un à un événement qui m'a proposé, alors au départ, il m'a pas proposé d'être directeur commercial, il m'a proposé d'être SDR, donc de prendre des rendez-vous pour lui, et de qualifier des rendez-vous. Donc, la qualification, pour ceux qui savent pas, c'est quand, alors, vous prenez un rendez-vous, donc vous avez une cible, vous établissez une cible pour votre commerce, par exemple, vous vendez du marketing, c'est-à-dire, voilà, qui a besoin de notre marketing? Ces gens-là, vous allez les faire des listes de prospection. Alors je vous conseille pour tous ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de ressources, comme au départ, vous allez sur Instant Data Scrapper. Et c'est un logiciel gratuit, une extension Chrome. Vous allez sur extension Chrome, vous allez Instant Data Scrapper. C'est plus bien que Apollo. Alors non, c'est pas la même chose. Apollo, non, c'est pas la même chose. Apollo, ça vous donne des numéros. Déjà, c'est payant, Apollo. Instant Data Scrapper, c'est gratuit. C'est très cher en plus. On peut demander à Nisa, effectivement, c'est très très cher. Je crois que c'est 10 000 € par an. Ouais. C'est très cher, Apollo. Mais en fait, c'est un outil disons que c'est un plugin de prospection. Voilà, mais un peu comme Clarkon. c'est ça. Mais ça vous donne pas du tout les mêmes insights. C'est pareil que Clarkon. Alors, Instant Data Scrapper, c'est juste pour aller sur les pages jaunes et d'aller prendre les adresses dont vous avez besoin. Voilà, c'est tout. C'est ça. C'est voilà, en fait, tout psychologique. je connais ça en fait. Lorsque tu vas sur comment il appelle la page jaune de France, tu vois toutes les entreprises et Bien tout. sûr. Tu peux directement taper par exemple, Ouais, t'intéresser par les entreprises de technologie. C'est tout, et mais puis il peut te sortir les numéros. Instant Data Scrapper, c'est juste pour vous faire des listes de prospection. Vous voulez prospecter, par exemple, bien sûr. je prospecte aujourd'hui les coiffeurs, enfin les salons de coiffure, les restaurants, les salons de beauté. Ouais, bien Je sûr. vais sur les salons de coiffure, je dis région Île-de-France, région machin. Mm. Bretagne, Normandie, je fais pouf et je scrape la page. Et bon, c'est comme ça que je me suis fait mes listes de prospection. Toi, tu penses que le scrapping aujourd'hui, c'est combien de pourcents dans mon business model dans le cœur de ton métier, ouais. Alors, c'est 40%. C'est 40%. Ah oui, c'est beaucoup parce que si vous n'avez pas de liste de scrapping, ça veut dire que vous pouvez pas automatiser. Moi, alors donc justement, là je l'ai expliqué ce que j'ai apporté au PDG de l'entreprise, donc de WebXpert. J'ai été au départ embauché en tant que SDR. Il m'a proposé, voilà, on te paye une commission, et cette commission, tu vas démarcher des gens. Mm. Il m'a pas dit comment le démarcher, c'est moi qui ai trouvé, parce que j'ai eu un savoir-faire que j'ai appris à Iconoclast. Et il m'a dit, c'est pour ça que En plus de ton expérience. Oui, voilà, bien sûr. En plus de mon expérience, mais Iconoclast m'a quand même apporté une bonne base de théorique et surtout une bonne base opérationnelle pour voir comment, 80% de pratique, pour voir comment on fait concrètement pour, à partir de zéro, voilà, on va sur un site, on fait clic, puis pouf, ça nous fait des listes. Mm. Et bon, notamment, et puis aussi à m'apprendre à closer, à m'apprendre à En tout fait, faire. tu sais que moi je viens d'un background d'informatique. Oui, bien sûr. Ça.
Tu as beaucoup de gens qui sous-estiment en fait, comment dire, le scrapping. Ah oui, bien sûr. T'as des gens qui... Je pense personnellement que beaucoup de gens sous-estiment ce qu'on peut faire avec le T'as scrapping. beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. T'as aussi beaucoup de gens qui savent pas c'est quoi le scrapping. Après, bon, c'est une question C'est aussi pas- quel logiciel t'apprends à utiliser, mais l'idée c'est que on va... Donc ce que j'ai fait, c'est qu'au départ, on m'a proposé un poste de SDR, donc juste de preneur de rendez-vous. Vraiment quelqu'un, un job d'usine, quoi. Vraiment un truc, on appelle et puis on fait de 400 appels par jour, et puis c'est bon. Mais moi, ce que j'ai eu une idée. J'ai une idée, c'était de recruter une équipe. Aujourd'hui, j'ai une équipe, on est 11, et j'ai proposé aux gens de dire voilà, je leur ai proposé une rémunération qui correspond à une partie de ma commission, et je leur ai dit voilà, vous prenez des rendez-vous et à chaque closing vous touchez tant. Et c'est moi qui les ai trouvés grâce à mon réseau que je me suis constitué, grâce aux événements où je suis allé, et oui, et puis aussi grâce à LinkedIn. Alors LinkedIn, j'en parle après, parce que LinkedIn c'est très important. Si vous êtes surtout commercial, vous pouvez pas vous passer LinkedIn, mais je suis allé donc j'ai constitué ma propre équipe moi-même. Alors ça c'est aussi important, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut, quand on est sur des jobs un peu comme ça, un peu à moitié en freelance ou dans l'entrepreneuriat, des choses comme ça, il faut s'organiser. Il faut, bon, là après ça, il y a d'autres, il y a plein de vidéos pour ça, voilà. Il faut se démerder pour se dire voilà, sur ce moment-là, je me fais mon équipe, je leur ai créé des listes de prospection que j'ai créées grâce à, comme j'ai dit, Instant Data Scrapper, et ensuite j'ai créé un chat sur WhatsApp. Et j'ai fait quelques réunions, j'ai trouvé quelqu'un qui était un gros hacker qui m'a permis de créer mon CRM. Mon CRM qui est donc un CRM gratuit que je conseille à tout le monde. Tu parles de HubSpot. gros hacker. Oui, c'est ça. Alors, Alors, un gros hacker, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va maîtriser des outils de prospection, des logiciels par exemple des CRM, et qui va vous les mettre en place, qui va vous les paramétrer. Qui va savoir, parce que n'importe qui aujourd'hui peut apprendre à utiliser un logiciel, ce n'est pas compliqué. Mais c'est chiant, ça prend du temps. Exactement. Et voilà, ça se paye. Et c'est pas juste apprendre l'outil, tu as plein d'aspects d'optimisation, scaling, avoir les meilleures méthodes, essayer d'aller rapidement. En fait, du growth hacking, globalement. Le growth hacking, tu sais que je fais du growth hacking. Oui. D'ailleurs, il y a un livre qu'on vous prépare avec Edgar sur le growth hacking. Certainement. Et ouais, je pense que d'ici la fin de l'année, ce sera dispo. Ça pourrait, oui. Après, effectivement, le growth hacking, c'est un ensemble. En fait, c'est pas comme si je disais, voilà, je sais pas, la philosophie. Voilà, il n'y a pas un cours. C'est ça, là. C'est pas standardisé parce que le commerce aujourd'hui, c'est pas comme si je disais les maths. Les maths, il y a un ensemble d'approches, de méthodes, de concepts qui sont centralisés dans une barre. On pourrait faire un livre de maths. Pour dire voilà, les maths. Pour dire voilà, les maths, c'est ça, on commence par ça, on finit par ça. Le growth hacking, c'est une discipline à part entière qui est tout ce qui est dans le monde du commerce, c'est en train d'être presque mis en place, j'ai envie de dire. Et donc, bon, voilà, pour revenir à ce que je faisais, j'ai créé mon équipe, je les ai tous briefés, je leur ai expliqué ce qu'on faisait, ce qu'on était prêt à leur payer. Il faut que vous soyez prêt à leur payer quelque chose d'intéressant, donc pour vous donner un indice, moi on était prêt à me payer à peu près 800 € au closing, en moyenne. Moi je leur ai dit, je vous paye 400 € au closing. Oui, 400 € au closing. Et tu fais 50-50. C'est ça. C'est très... Ah parce qu'après, non mais... Ouais, c'est bien. Non mais j'aurais pu faire moins, mais ça aurait c'est pas... bien, mais ça motive aussi. Bien sûr, ça aurait pas attiré des gens d'aussi bonne qualité, parce qu'après il y a toujours des gens qui vont vous dire ah oui mais engager, faut prendre des stagiaires, faut prendre des gens je sais pas quoi. Oui mais les stagiaires ils vont vous prendre... Ouais, c'est pas des gens de bonne qualité. Pas toujours, il y en a qui sont de bonne qualité, il y en a qui le sont pas. Ouais, mais voilà, il faut faire le filtre, c'est ça. Alors que si vous filtrez vous-même à 400 € du closing. Oui, ça, du closing, donc en gros 400 € de là, parce que vous pouvez à peu près un closing. En moyenne, je crois qu'il y a une statistique, en moyenne, un commercial passe 350, pour 350 appels passés par jour, tu arrives à closer 4 appels. Alors oui, ça dépend des entreprises. En gros, le taux moyen, c'est entre 2 et 6%. Moi, mon taux de closing personnel, c'était sur les produits que j'ai fait chez Iconoclast, c'était 5% parce que j'ai fait ça dans une trentaine d'entreprises différentes. Mais 5%, c'est un bon taux. C'est un bon taux, mais déjà j'ai été formé spécialement pour ça, et surtout, il y a eu une entreprise qui s'appelle Solfarm qui avait un taux absolument dingue de prise de rendez-vous qui était 18%. Mais parce que c'est vraiment une entreprise de bâtard. Et c'est ce qui a fait monter la stat. Ah ouais. Oui, mais sinon... mais toi, qu'est-ce que tu penses? Mais sinon, je devrais... 300 appels par jour, tu arrives à closer sans problème. Juste 4 appels. 4 appels? Oui, c'est la statistique, c'est pas moi qui dis. Alors c'est une moyenne, ça dépend du moyenne, produit, mais oui, c'est possible. C'est possible, c'est à peu près ça. Mais ça dépend des produits après. Quand tu passes 300 appels par jour. Ah bah oui, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Toi, à ton actif, tu penses que tu as passé combien d'appels? Alors, attends, je vais dire ça tout de suite. Je passe en moyenne, donc si je passe
Tu arrives à faire 300 par jour. Mais 300? ça veut pas dire que... Attends, c'est pas parce que j'arrive à faire... Ça veut pas dire que c'est tous les jours. Oui, ça veut pas dire que... Non, c'est pas parce que j'arrive à faire potentiellement 300 appels par jour que je peux... que je vais faire ça tous les jours. Et que... Parce qu'après, l'administratif. L'administratif dont on vous parle pas, quand vous êtes commercial, vous avez l'administratif, vous devez remplir des fiches, c'est tout con, hein, mais vous devez remplir, voilà, Ouais. clic. Prospecter. C'est Bon, ça. si t'as pas déjà les listes de prospection, tu Voilà, dois le faire. et donc bon. Après, non, mais surtout, il faut remplir les bouge du fiches. temps. Et quand vous remplissez les fiches, après, bon, ça prend du temps. Mais en gros, si vous faites. Oui, vous pouvez faire, on va dire qu'une moyenne raisonnable, oui, c'est 250-300 appels par jour si vous y passez la journée. Et oui, à ce moment-là, moi, je pense que j'ai dû faire entre 15 et 20 000 appels. Non, mais après, il faut y passer la journée, hein, mais c'est-à-dire que ça prend. Ça 20 prend. 000 appels. Oui. Disons, sur 20 000 calls que t'as passé, Oui. t'as pu convertir à peu près combien? Alors, déjà, T'as j'en pu ai. closer Déjà, combien? comme vous venez de calculer, j'en ai pas passé 20 000. Mais j'en ai. Alors, mon taux de conversion donc, sur Iconoclast, j'en avais fait. J'avais un taux de conversion à 5% et demi. Parce que j'en avais Ok. appelé 280. Ouais, ça veut dire qu'en fait, c'est 5% en Mais fait de 20 000. Mais c'est une formation. Et après, oui, j'en ai eu. Alors, je sais plus combien j'en ai eu, mais enfin, je peux sortir les stats. Après, l'essentiel, oui, donc c'est combien vous convertissez. Et combien. Comment dire. Et quelle stratégie vous adoptez pour convertir. Parce que il y a certains mots-clés. Quand vous appelez des restaurateurs, il faut dire on vous remplit les tables, on vous ramène des réservations, par exemple. Ça, c'est sûr. En fait, faut dire le Voilà. truc qu'il veut entendre, quoi. C'est ça, faut dire aux C'est gens ce qu'ils veulent, important faut dire aux pour gens son ce qu'ils veulent business. entendre. Hmm. Alors comment je suis devenu directeur commercial du coup, j'ai recruté ma propre équipe, j'ai créé mes propres processus et j'ai pensé la manière dont ça devait fonctionner. C'est tout. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait il faut toujours... Non mais en fait, non, attends, ça a l'air simple comme ça, mais Non, mais je sais que c'est ce compliqué, qu'il faut mais... faire, moi, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut toujours être l'initiateur de la chose. C'est-à-dire qu'il il faut ramener des gens, il faut ramener des moyens, il faut dire voilà, il faut mettre des choses en place. Et c'est toujours ça en fait. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est avoir un truc tout prêt. Et avoir, j'ai mon truc, je bosse dessus. J'ai mon CRM, j'ai mon machin, j'ai mes fiches de clients qui sont efficaces. Je clic, j'appelle. Bonjour monsieur, bonjour madame. Je vous plaît, est-ce que ça vous intéresse? Ça, c'est ce que veulent la plupart des gens et c'est ce que la plupart des gens sont prêts à faire. Mais si vous voulez devenir directeur commercial et si vous voulez surtout peut-être monter votre structure ou que sais-je, il faut être capable d'organiser tout ça. Parce que pour avoir tout ça, il y a plein de gens qui sont prêts, il n'y a pas besoin de beaucoup d'heures de formation pour être capable de passer de closer quelqu'un ou de convaincre quelqu'un au téléphone. Après, tu as des gens aussi qui ont comment je dis, qui de base ont déjà un peu ce talent de pouvoir causer, négocier. Oui, ça existe. La négociation et tout. Donc, je pense que là, il faut juste comprendre en fait peut-être le client, le besoin du client. Bien sûr. Il y a des gens, il y a un type, d'entreprise. je l'ai formé, je l'ai fait. Première formation, pouf, premier appel, il prend rendez-vous. Premier appel, il prend rendez-vous. Premier appel de sa vie, il a jamais appelé qui que ce soit de sa vie, il prend un rendez-vous. Donc oui, effectivement, il y a des gens qui ont un talent. Bon après, il faut le travailler ce talent parce que c'est le talent, c'est jamais. Je sais plus qui dit ça, mais C'est en personne jamais talent, c'est pas juste pas suffisant, mais c'est-à-dire que après il y a toujours plein de choses et puis le monde évolue. Donc il y a de nouveaux logiciels qui apparaissent, il y a plein de choses qui apparaissent, il y a plein de choses qu'il faut être capable de maîtriser. Mais oui, l'idée c'est qu'on va recruter sa propre équipe, on va faire ses propres process, on va créer sa structure en fait. On va créer moi par exemple aujourd'hui mon entreprise. Les gens sur WebXPR, quand les gens rentrent dans mon équipe commerciale, les gens peuvent arriver, peuvent travailler autant qu'ils veulent dans la semaine. Quand ils veulent dans la semaine, il y a des filtres là-dessus. Vous pouvez dire voilà, je prends les restaurants qui sont ouverts de telle heure à telle heure, je vais travailler dessus. Je vais les prospecter de telle heure à telle heure, parce que c'est là où ils sont disponibles. Et après je remplirai les fiches, mais je gagne, je pourrais travailler quand je veux. Et je pourrais travailler autant que je veux. S'ils veulent travailler 2 heures par semaine, ils peuvent. Donc voilà, après ça c'est ma valeur ajoutée. Moi c'est ce que j'ai créé. Je connais pour l'instant aucune entreprise qui permette de faire ça. Peut-être qu'il y en a. Alors oui, il y a Amazon Turk, mais. Non, mais le business. Pour l'instant, je connais pas d'entreprise qui paye 400 € du closing. Non, mais c'est énorme. 400 € du closing et qui permettent en moyenne 400 € de l'heure. Oui, 400 €. Ça veut dire que si tu fais en moyenne, si tu es un vrai commercial, il se fait bien former par toi et tout. Oui. Je suis une journée, si tu fais. Moi j'aime les chiffres. Ok. Si tu fais en moyenne. 300 appels par jour, disons 200. Oui, non, mais 300 c'est possible. Hein, 300, ouais. Et que tu arrives à convertir 4 personnes, ça te fait 4 fois 400 €. Oui. Alors après, ça dépend du panier moyen. Moi, je suis payé en fonction, j'ai une commission. Donc la commission, elle dépend du panier. Si vous prenez ce qu'on appelle les grands comptes, on revient aux grands comptes, vous prenez un supermarché. Est-ce que quelqu'un a déjà vu la pub d'un centre commercial? La pub des Trois Fontaines, la pub du Val d'Europe. Est-ce que quelqu'un a vu ici la pub du Val d'Europe? Non. Je vous demande. Non, vraiment, section commentaire, est-ce que quelqu'un a vu la pub du Val d'Europe? Personne n'a vu la pub du Val d'Europe.
parce que je sais pas pourquoi ils font pas de pub, mais de fait, ils ne font pas de pub. Et ces gens-là, on va leur apporter de la valeur, on va leur apporter de la pub. Et par contre, le Val d'Europe, eux, c'est pas 5 000 euros qu'ils auront de budget, parce que sur ma commission, Ouais. 15%, bah, vous divisez 5-6 000, ça fait 400. Mais eux, ils peuvent mettre des millions. Oui, parce que c'est des très grosses, enfin, oui, c'est quasiment des groupes, hein, c'est des grosses entreprises qui ont, comment dire, qui ont déjà un passif, qui ont déjà, voilà, ils sont prêts à mettre des centaines de milliers, voire des millions d'euros sur la table. Donc, si vous êtes capable de tirer votre épingle du jeu là-dessus, si vous êtes capable de leur proposer quelque chose, alors moi, nous on fait du marketing, donc nous c'est notre niche, mais après vous pouvez, l'essentiel c'est de trouver sa niche, de trouver un truc où on est unique et d'être capable de l'exploiter et de le systématiser. Voilà, c'est l'essentiel pour devenir, alors, pas forcément directeur commercial, mais essentiellement pour faire du fric. Et d'ailleurs, ta position est bien parce que là, actuellement, avec l'équipe, c'est pas juste de travailler sur une boîte. Oui, ah bah, Tu peux prospecter effectivement, moi, sur, si j'ai envie demain, je peux tu dire peux là par prospecter exemple. avec Digital Expertise. Voilà, ça dit, par exemple, par exemple, Voilà. je peux dire, voilà, je prospecte avec qui je veux parce que les gens travaillent autant qu'ils veulent. Donc je peux embaucher, là j'ai embauché 11 personnes, je peux en embaucher 20 si je veux, je peux en embaucher 30, je peux en embaucher 50. J'ai parlé avec une personne, un youtubeur aussi, il me dit, ah mais attends, nous on te ramène, si tu veux, on te ramène 200 personnes. Je fais, ah mais attendez, qu'est-ce que je leur donnais? Moi j'ai 178 000 prospects, 200 personnes, oui, on peut le faire, mais après, donc, moi je peux refaire d'autres fiches de prospection. Mais après on s'éloigne de l'ICP, parce que l'ICP, l'Ideal Customer Profile, je l'ai constitué avec des experts marketologues, des gens qui vont donner des conseils et comment dire, enfin, c'est des choses qui se travaillent. Non, mais l'ICP, tu le bâtis avec le nouveau produit ou la nouvelle boîte avec. Bien sûr, après laquelle le tu nouveau vas produit, avoir. mais ça c'est tout un travail. C'est-à-dire que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand vous créez une offre, il faut que votre offre elle apporte de la valeur en fonction du produit que vous vendez. Il faut que vous soyez un pont. Un commercial, c'est un pont, c'est quelqu'un qui met les gens en relation. C'est quelqu'un qui va trouver la personne qui a besoin d'un produit et qui va. Imaginez si Google était capable vous avez envie d'un truc, vous savez pas ce que c'est. Je suis sûr que c'est. Bon, moi ça m'est déjà pris. Je veux dire, un gadget stylé ou je sais pas, un truc comme ça. Bon. Et là, admettons, il y a une pub de Google qui est ah bah tiens, t'as besoin d'un truc pour quand t'es au bureau, tu mets tes pieds dessus. Ouais, c'est génial, en dessous de la table. Oh, merveilleux, moi je l'achète, pouf, 50 euros dans la caisse. Bon, et le commercial, c'est ça essentiellement, sauf que le commercial, il va appeler la personne, et la personne ne sera pas une personne, ça sera un commerce, on fait du B2B. Mm. B2C, moi je suis pas spécialiste, mais une fois qu'on fait. Enfin, pour faire du B2B en général, soit il faut avoir fait du B2C avant, soit il faut avoir été formé pour du B2B. Mais quand on a fait du B2B, on peut faire du B2C. Voilà. Ok. Du business to client. Donc du business to Je pense qu'on a fait un peu le tour. C'est vrai, on a fait, on Tout a ce dit qui est l'essentiel. ton métier. et Bien tout. sûr, oui. Tu Oui. peux faire un résumé du coup de. Pour avoir donc un poste de type directeur commercial ou enfin de gestion, Ou bien d'être un bon c'est commercial. ça, voilà, vous devez, enfin quoi qu'il a, non, pour avoir un type de, on peut parler de devenir directeur commercial d'innovant, mais pour être bon commercial, vous devez être capable de mettre les gens en relation, de leur apporter de la valeur, et pour gérer des équipes à partir de ça, vous devez être capable soit de constituer votre propre équipe, soit de gérer et d'organiser l'activité de plusieurs personnes, voire de plusieurs dizaines de personnes. Et vous devez être capable de canaliser ça et de comprendre comment on optimise ça avec les bons outils, avec les bonnes personnes, avec les bons experts. Donc c'est l'essentiel, c'est de trouver des... On n'a pas parlé de LinkedIn. Bah, on n'a pas parlé de LinkedIn. On n'a pas parlé de LinkedIn. Bah, je vais vous parler de LinkedIn. Tu peux faire un flash dessus. Eh bah oui, on peut faire un flash dessus. Alors, je suis pas expert LinkedIn, mais j'ai aujourd'hui un LinkedIn avec plus de 1000 personnes dans mon réseau, plus de 1000 abonnés, et parmi ces abonnés, il y a pas mal. Alors, j'ai plusieurs tactiques pour faire... En fait, quand tu vas dire que tu as plus de 1000 abonnés, il y en a certains qui vont te dire c'est pas ouf. Alors, Parce que moi, par bien exemple, j'ai près de 9000 personnes qui me suivent bien sûr. sur LinkedIn. Mais après, moi, ce que j'ai constaté quand j'ai regardé ton profil, c'est que tes 1000 personnes, c'est très qualitatif. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui t'apportent quelque chose, quoi. Bien sûr, C'est soit tu es dans la quantité. Moi, je vais vous donner un exemple. Ça sur, fait les très dernières, qualitatif. sur les dernières reviews que j'ai sur LinkedIn, je peux vous mettre le screenshot après, j'ai, par exemple, sur mon dernier post, sur les vues de mon dernier post, j'ai quelque chose comme 30% de gens qui sont sur des postes de managers commerciaux, directeurs commerciaux. Donc des gens qui pourraient me proposer soit des recrues, soit qui pourraient eux-mêmes travailler pour moi plus tard et qui pourraient avoir les compétences dont j'ai besoin pour étendre mon business. L'essentiel sur LinkedIn, c'est pas d'avoir beaucoup ou pas beaucoup d'abonnés, on s'en fiche. L'essentiel, c'est d'atteindre les gens que vous voulez atteindre. Donc pour ça, il faut comprendre ce qu'est le ciblage. Il faut comprendre comment on cible en fonction des mots-clés, en fonction de ce que des posts likés, tout ça. Il y a toute une stratégie, mais pour vous faire ça rapidement, si vous voulez avoir un bon réseau LinkedIn, vous vous abonnez, vous faites des campagnes, vous vous abonnez, vous téléchargez Wallaxy,
Et Wallaxy vous donne des campagnes, vous permet de créer sur la version Wallaxy, gratuite des campagnes, Mhm. et vous vous abonnez à des gens qui sont dans votre domaine, Mhm. et qui sont dans votre domaine ou dans le domaine qui vous intéresse, et ensuite vous vous abonnez à des dizaines, des centaines de personnes là-dessus, et ensuite il y aura une partie, enfin vous abonnez, vous envoyez une demande de connexion. Mhm. Au début, ce sera un peu plus dur parce qu'il faudra. Alors, au début, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez follower certaines pages et vous vous abonnez à des gens qui follow cette page. Après, vous vous abonnez à d'autres gens et vous faites un système pyramidal. C'est-à-dire que vous dites, voilà, on va s'abonner à des gens qui sont abonnés à ce truc et ensuite on va s'abonner à des gens qui sont plus proches du poste que l'on. Des gens qui ont envie. Et ça, tu le fais avec quoi, le Wallaxy? Oui, alors, Wallaxy, c'est pour automatiser. C'est pour envoyer par exemple 8, 10, 20 demandes par jour. Ça, c'est la version gratuite. La version payante, c'est beaucoup plus. Mais si on prend la version gratuite, oui, on peut avoir une dizaine de demandes qui sortent par jour. C'est pas compliqué, mais c'est juste que après, au fur et à mesure, quand on a beaucoup de choses à faire, on oublie. C'est-à-dire qu'après, pouf, on met. Ouais. tu C'est vois. pour ça que je t'ai parlé des Clarkop. Moi, je trouve qu'il C'est faudrait bien. que tu l'analyses. Bien sûr. T'as J'ai regardé. vu la vidéo? J'ai regardé que leur cop, c'est une bonne chose, mais pour certains, j'avais par exemple à un moment donné été tenté par une prospection freelance pour une boîte qui s'appelle Hit. On fait des logiciels de prospection sales. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils reliaient le marketing online au processus de vente. C'est-à-dire que quand on a de la data sur du marketing online, on peut la découper, on peut en faire ce qu'on veut. On peut dire voilà, pouf, on va, je sais pas, on va dire combien de pourcents des gens qui ont cliqué sur ce truc-là ont cliqué sur ce truc-là après, Ok, par exemple. je vois. Mais dans la vente, on peut pas faire ça parce que c'est des étapes qui sont pas automatisées, qui sont sur un CRM. Et Hit permet justement. Mais Clarkop a un CRM. Exactement. Oui, bien sûr. Je pense que t'as pas tout regardé. Alors, j'ai pas tout regardé, moi j'ai regardé la vidéo de présentation de base. Ouais. J'ai pas Faut que tu regardes tout parce que t'as vraiment un CRM avec des états. Est-ce que t'as déjà fait le meeting avec lui? Est-ce qu'il a regardé Après, le Clarkup, moi, etc. Clarkup, j'ai plutôt j'ai une très bonne opinion d'eux, c'est-à-dire que, mais simplement, ils sont pas faits, en tout cas, ils étaient pas faits pour ce que je voulais faire, mais Qu'est-ce que toi tu conseillerais? je conseillerais aux gens qui veulent trouver un produit qui est destiné à un certain profil. Par exemple, moi, quand je démarchais sur Hit, je voulais trouver les directeurs commerciaux les directeurs commerciaux, les directeurs marketing d'entreprises typiquement profil startup. Et j'aurais eu besoin d'une boîte comme ClarkUp qui m'aurait aidé à faire ça parce que c'est ce qui permet typiquement de faire. Il permet non seulement de visualiser les gens qui sont dans votre gamme, dans votre gamme de profils, et surtout qui permettent après de démarcher ces gens efficacement en leur envoyant des mails, en leur envoyant des vidéos. Donc moi, ClarkUp, je conseille pour tous les gens qui ont besoin de viser un profil particulier sur LinkedIn ou ailleurs, enfin n'importe où, pour vendre un produit. Voilà. Donc sur LinkedIn, la stratégie c'est que vous vous abonnez régulièrement à des gens qui sont sur les profils que vous suivez, sur les thèmes que vous suivez, sur les hashtags que vous suivez, sur tout ce que vous suivez, vous connectez dans une communauté. Vous rentrez dans la communauté, après vous allez, en fonction des personnes que vous visez, si vous visez par exemple, je sais pas, si vous cherchez un job, vous dites voilà, je veux avoir un contact avec un directeur commercial pour pouvoir lui envoyer un message. Vous allez sur des trucs type sales, je sais pas, prospection, des trucs comme ça. Vous suivez des gens là-dessus, vous rentrez dans des communautés Slack. Il y a plein de recruteurs, il y a des entreprises aujourd'hui de recrutement privé, par exemple avec Tribu TRYBUS. C'est une entreprise de recrutement qui fait des Slack avec des communautés de commerciaux. Et vous pouvez aller dessus, vous pouvez vous faire recruter. Il y a des rubriques spécifiques dans le Slack avec des offres d'emploi. Notamment la mienne. Notamment celle avec des offres freelance. Où il y a quelque chose comme aujourd'hui, on est 700 membres dans la communauté. Et ça vous permet déjà d'avoir un réseau, de vous connecter à plein de nouvelles personnes sur LinkedIn, des directeurs commerciaux, des DG, des C-level dans des grandes entreprises. Ça vous permet d'avoir des personnes qui sont, alors moi, dans le domaine commercial, qui sont dans votre domaine. Et après, alors, si vous êtes dans autre chose, sur LinkedIn, vous allez sur ce domaine, vous allez faire la méthode de la pyramide, et vous faites aussi la méthode de la famille. Par exemple, la méthode de la famille, bah oui. C'est quelle méthode? Par exemple, moi, j'avais rencontré quelqu'un qui s'appelait Maria Maureen Battista. Enfin, je ne l'ai pas rencontré directement, mais j'ai participé à un projet avec elle. Et Maria Maureen Battista, se trouve-t-il, et fait partie d'une famille de milliardaires portugais, qui sont la famille apparemment la plus riche du pays. Bon, donc je me suis abonné. Portugal. Ouais, du Portugal. Vous pouvez regarder à Morin Cork, ils font du liège, c'est le plus grand producteur de liège au monde. Et je me suis abonné à pas mal de gens chez eux, et j'ai eu quelques retours. Après, ça marche pas toujours, mais par exemple en France, j'ai essayé cette technique avec les
les Villardières, les Fouchardières, les Mondini, les Badeli. Vous pouvez faire du marketing familial parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que les gens dans les familles... ok, du marketing Ah, familial. c'est pas du marketing, enfin oui, vous pouvez l'utiliser pour du marketing. Non, ben, quand tu as dit marketing familial. Alors oui, non, j'ai employé un mauvais À la terme. différence des pyramidales, moi j'ai cru que c'était sur LinkedIn. Alors, pyramidal, ça veut dire que vous allez de bas en haut. Vous allez non, il n'y a, d'employé pas de souci. d'employé à manager, de manager à là. Vous allez de bas en haut, ça marche, il y a un taux de conversion. Mais Que... sur LinkedIn, comment tu le fais? Alors, sur LinkedIn, tu t'abonnes d'abord à des gens qui sont employés, simples employés. Ensuite, tu t'abonnes à leur manager. Et ensuite, et tu vas de plus en plus haut. Et après, ça marchera pas, ça sera pas simple, ça sera pas rapide, mais tu pourras avoir un taux de conversion. C'est-à-dire que par exemple, tu vas dire, voilà, sur tant de personnes abonnées au niveau employé, j'aurai tant de personnes au niveau manager. Sur tant de personnes au niveau manager, j'aurai tant de personnes au niveau directeur. Et tu pourras faire. Il faut systématiser tout ça. Et pour les familles, alors les familles, ça marche autrement. C'est-à-dire que les familles, tu vas chercher un nom. Et je sais pas pour rien que je vous ai dit Fouchardière, Villardière. Parce que LinkedIn, en fait, il fait aussi des associations par sonorité. Donc il va vous prendre les Villardières. Il va dire les Villardières, ah bah tiens, ça sonne comme Fouchardière. Et puis il va vous lier si vous êtes sur les Villardières. Il va vous mettre sur les Fouchardières aussi. Donc il va vous recommander. Et après, quand vous prenez, alors il y a vous prenez par exemple en fonction du pays où vous êtes, ça se trouve sur internet, voilà, quelles familles ont, je sais pas, de l'influence dans telle industrie. Ben, vous allez là-dessus. Et vous allez sur telle industrie et vous cherchez le domaine qui vous intéresse et vous vous abonnez à des gens de cette famille. Ok. Et après, quand vous avez fait ça, et ben, vous pouvez vous abonner à d'autres gens. Ça ressemble un peu. Et c'est ça. Et après, ça ressemble au MLM. Mais là, un peu, oui, un peu. Un peu, C'est un peu ça, mais bon, c'est pas non plus. Toi, t'as des gens qui te contactent, qui te disent ah ouais, j'ai tel produit comme ça, tu oui, mais non, tu trouves des oui, personnes. là, ça c'est dans le marketing d'influence, c'est pas tout à fait. Enfin, le MLM, moi, je suis personnellement pas très fan, mais bon, si on le fait bien, on peut. En fait, ce que tu es en train de faire, moi je pense que ce que tu es en train de Oui. faire, moi j'ai lu un gros bouquin sur le marketing des réseaux. Oui. Et il faut pas toujours le voir de façon négative, c'est juste la façon de l'implémenter qui est négative. Mais ce que je pense que Oui, tu fais, effectivement. c'est du marketing de réseau. Effectivement, oui, c'est ça. Mais après, quand Tu je fais dis du marketing. Quand je dis marketing familial, c'est peut-être un petit peu un abus de langage, mais Mais je dis ce que tu fais. c'est ça. Un marketing, alors si on veut dire marketing familial, il faut parler donc de marketer quoi? De marketer son profil LinkedIn, de l'auto-marketing familial si on veut. Ouais. Et l'idée, c'est d'aller démarcher des gens, donc de familles qui ont il y a dans chaque pays, si vous regardez, je sais pas, aux États-Unis, voilà, il y a les Clinton, il y a les, je sais pas quoi, les Kennedy. Vous allez voir les grandes familles et les Kennedy. Par exemple, vous prenez une famille comme les Vanderbilt, n'importe quoi. Oh là là. Le choc. Il y a les Rockefeller, mais il y a aussi les Vanderbilt, voilà, les Vanderbilt. Mm. Vous prenez la famille Vanderbilt et vous allez voir qui est. Donc aujourd'hui, il y a des centaines de membres de la famille Vanderbilt. Pour vous faire la petite histoire, la famille Vanderbilt, c'était une très grande famille de milliardaires à l'époque, au 19e siècle. Ils avaient des compagnies de chemin de fer, ils étaient très puissants. Et après, ils se sont un peu claqués au sol parce qu'il y a eu la première génération. C'est d'ailleurs de là que vient le mythe de la première génération qui gagne tout, la première génération qui conserve, la troisième génération qui claque tout. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé chez la famille Vanderbilt. La première génération a tout gagné, donc Vanderbilt. Oui, la deuxième qui a mis investi dans des actions d'État, donc qui a rien gagné. Tout. Et la troisième qui a tout claqué. Donc ça, voilà, c'est bon, c'est le mauvais exemple des Vanderbilt. Mais les Vanderbilt, aujourd'hui, ils ont par exemple... C'est une grande famille de milliardaires. Ça reste ils faisaient dans quoi? Ça reste dans la première famille. Le chemin de fer. Le chemin de fer. Ça reste aujourd'hui une grande famille, mais si vous allez par exemple aujourd'hui, bon, il y a des gens comme il s'appelle Lee Cooper quelque chose, enfin, le présentateur de CNN avec les cheveux blancs, vous regardez, un grand présentateur de CNN sur le JT du 20h, qui est donc, oui voilà, le type avec les cheveux blancs, le type avec les lunettes, cheveux blancs, je crois qu'il s'appelle Lee Cooper, enfin quelque chose Cooper, voilà. Cooper CNN. Ce type, quand vous vous connectez à lui sur LinkedIn, c'est pas un type qui est très connu. Mais c'est un type qui a beaucoup de contacts dans beaucoup de domaines différents. Et parce qu'aujourd'hui, les Vanderbilt, il y a plus que. La plupart sont même pas millionnaires. Bon, ça c'est un exemple, mais vous avez beaucoup de familles qui sont pas forcément des anciennes familles super pétées de fric, mais qui tiennent des industries. Bah, par exemple, les Fouchardières, vous regardez dans le monde de l'élevage, sur l'élevage porcin en Bretagne, c'est une très grande famille. Ils ont des places à la chambre de commerce, à la chambre d'agriculture, à la chambre de commerce régionale. C'est des gens qui sont connus dans leur milieu. Et l'idéal, c'est de trouver des familles qui sont connues dans un milieu, parce que les gens au sein d'une grande famille comme ça, ils ne se connaissent pas. Ah ouais. Si vous regardez, par exemple, vous regardez aujourd'hui la famille Santinelli, bon, je prêche un peu pour ma chapelle, vous prenez la famille, il y a une entreprise qui fait des costumes Santinelli. Est-ce que quelqu'un les connaît? Non, mais c'est une famille qui a aussi des gens qui sont par exemple dans les syndicats régionaux qui sont secrétaire général des syndicats régionaux de la SNCF
en France, qui sont aussi, je sais pas, directeurs d'autres entreprises. Et vous pouvez, quand vous trouvez comme ça, vous trouvez juste, vous tapez, je sais pas, grande famille Portugal, grande famille Espagne, et vous trouvez des familles qui ont beaucoup de contacts dans beaucoup de domaines différents. Et après, à partir de ça, vous pouvez vous créer un réseau, parce que quand vous êtes commercial, vous pouvez vendre n'importe quoi. Si vous savez bien vendre, vous pouvez vendre n'importe quoi. Et après, il faut pas vendre non plus à n'importe qui, il faut pas vendre n'importe quoi, parce que y a des produits qui ont plus ou moins de valeur. Mais un produit de valeur, vous pouvez vendre, c'est pas grave. Enfin, il n'y a pas de différence entre vendre des tables, des meubles, vendre je sais pas, de la bière, vendre du matériel informatique. Tant que c'est des produits qui apportent de la valeur objective, vous pouvez vendre n'importe quoi. Tu sais ce qu'on va faire? Ouais. On va faire... Une pause. Ouais, non, pas une pause. Non. Mais tu sais comment... Tu vois l'exercice? Vends-moi ce stylo. Vends-moi ce stylo. Je connais pas. Tu vas Non, m'apprendre. mais le loup de Wall Street, tu vois? Ah oui, oui, vends-moi ce stylo. Vends-moi ce stylo. Mais je suis En fait, mieux. C'est de la merde, ça, vendre le stylo. C'est de la merde? C'est de la merde. Vends-moi cette canette de bière. Bonjour, monsieur Bayo. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien, et vous? Moi, ça va bien. Alors, du coup, vous m'aviez dit la dernière fois que vous vous intéressiez au domaine de la bière. Je me rappelle plus. Parce C'est que quand ça? C'était il y a 2 semaines quand on s'était rencontrés au PNB, au Au Mercury à la Défense. Vous vous souvenez pas? Je me souviens pas très bien. D'accord, bah, on Allez-y. s'était vu à une conférence. Vous aviez dit que vous éprouviez de l'intérêt pour le retail. C'est bien ça? Pour le retail, Oui. bah, ok, peut-être j'ai eu une discussion, peut-être je devais être D'accord. paumé. Parce que vous. C'est ça. C'est peut-être ça, ça dépend après. Bon, ça arrive à tout le monde. Vous m'avez parlé de vos centres d'intérêt. C'est quoi vos projets en ce moment, monsieur Bayo? Déjà, vous êtes qui? Je vous connais pas. Alors, bah, je me présente, je suis Peter et je suis commercial, je mets les gens en réseau pour Desperado. Donc moi, en fonction de vos projets, moi l'idée c'était de voir quels étaient vos projets en ce moment pour voir comment on pouvait vous aider. Mais pourquoi vous m'appelez et tout ça? Ah, parce qu'on s'était vu à la dernière conférence chez PNB. Ok. Du coup, qu'est-ce que vous voulez savoir? Alors, je voulais savoir quels étaient en ce moment vos projets, pour voir comment ce qu'on pouvait vous proposer. Vous avez en ce moment, si je comprends bien, une entreprise d'informatique. Ouais, je suis dans le domaine de l'informatique, effectivement. C'est ça. Ouais. D'accord, et donc vos clients actuellement, vous avez plutôt des projets type digital, type blockchain. Ouais, c'est des projets de Front-end, développement de logiciels, des clients qui savent exactement parfois, des clients qui savent exactement ce qu'ils veulent. Parfois, quand ils savent pas, on peut les accompagner. C'est ça, et vous avez déjà exercé dans l'alimentaire par exemple? Non, j'ai pas encore exercé dans l'alimentaire. Pourquoi? Ah bon, parce que nous, vous savez, on a des très bons contacts dans l'alimentaire. On pourrait vous proposer, enfin, je peux vous présenter des gens intéressants. Ok. Et je pense qu'on pourrait vous proposer des projets qui vous iraient très bien par rapport à votre domaine d'expertise. Ok. Et je pense que justement, donc, nous avons un produit Mhm. que nous pouvons commercialiser avec, alors, par exemple, que vous y connaissez en NFT. Un NFT? En NFT, ouais. Ouais. En NFT, vous voyez, par exemple, nous, chez Desperado, Mhm. on fait des canettes. Vous voyez, donc là, par exemple, vous avez la canette originale. Mhm. La canette originale. Et on peut vous la faire, on peut vous la décliner en termes de NFT. Les NFT, aujourd'hui, c'est très bien pour marketer des produits. On vous dit, par exemple, là, on vous vend ce truc-là, vous avez un NFT gratuit. Ok, mais je comprends pas le rapport avec tout ce que j'ai fait. Bah, le rapport avec ce que vous faites, c'est que, par exemple, vous pourriez dire à vos clients, en fonction de ce qu'ils vendent, mais qu'il pourrait être, il pourrait être associé à la marque Desperado. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Desperado publie une publicité, Mhm. de même, eh ben, vous pourriez avoir, vos clients pourraient avoir une mention de leur produit. C'est-à-dire que par exemple, vous voyez, on pourrait faire des NFT avec, si j'ai bien compris, un de vos clients était Amazon Cloud. Mhm. Sur des clients Amazon Cloud, vous pourrez avoir, ah bah tiens, Amazon Cloud, vous pourrez dire voilà, Desperado, pouf, à chaque fois qu'il y a une pub Desperado sponsorisée par Amazon Cloud. Ok, je comprends. Donc Vous voyez l'idée ce que je veux dire? c'est de pouvoir faire de la com pour mes clients. C'est ça, de la faire de la com pour vos clients, mais tout à fait, de manière 100% gratuite, et d'une manière qui serait, rentable pour eux, mais qui ne leur coûterait rien. C'est-à-dire qui est associée- Et comment moi je gagne dans tout ça? Alors vous, ce que vous y gagnez dans tout ça, c'est que vous pourriez vous faire une commission sur les frais de les frais de publicité, parce que vos clients paieraient un tarif réduit pour avoir ça grâce à notre NFT sur Desperado qui serait mis dans notre campagne de communication. Et ils auraient des tarifs réduits sur leur communication, parce que nous, en fait, je vais être honnête avec vous, pour nous, c'est une manière de réduire nos coûts de communication. Donc nous réduisons nos coûts de communication, et ce que vous faites à partir de ça, vous, c'est que vous y gagnez sans avoir rien à dépenser, sans avoir rien à avancer.
Ok, c'est vrai que je comprends pas trop ce business. Alors l'idée c'est que, donc, pour vous expliquer ça plus en détail, Mhm. nous ce qu'on va faire c'est que chez Desperado, donc comme je vous ai dit, nous avons des NFT. Des NFT par exemple la Desperado Original, la première Desperado au monde, nous pouvons vendre des NFT à partir de ça. Et ce qu'on va faire c'est que dans nos campagnes de communication, où nous allons mettre en valeur ces NFT pour vous voyez, ce qu'on appelle la tokenisation. Donc on va tokeniser, on va dire voilà, de cette campagne de communication, ça fait 20 ans que Desperado existe, on va dire voilà, Desperados 20 ans, on va créer un NFT en faveur de ces 20 ans. Et on va mettre ce NFT en valeur pour souligner notre pertinence, enfin, en gros, pour attirer des clients dans nos campagnes de communication. Et on va mentionner sponsorisé par l'entreprise qui sera votre client. Mhm. Et le sponsoring sera très léger, mais l'idée, chez vous, ça sera que grâce à votre entreprise, vous pourrez être l'ambassadeur de notre marque. Moi, ce que je vous propose, monsieur Bayo, c'est de prendre un rendez-vous avec notre expert qui va vous expliquer tout ça en détail sur le plan technique notamment, pour qu'on discute de tout ça, parce que je pense que vous pourriez avoir beaucoup à gagner sur cette offre. C'est vrai que je comprends pas trop le cœur du business. Bien sûr, alors le cœur du... De comment ça va se passer et tout ça, je comprends pas très bien comment je gagne, je connais pas les NFT, moi je connais pas tout ça. D'accord, vous faites pas de NFT actuellement. Non, je trouve que c'est trop complexe votre truc et je sais pas, Parce que ça ne me parle pas, non. D'accord, ça vous parle pas parce que vous m'aviez donné au départ, vous m'avez dit que vous faisiez de l'informatique, mais en fonction... Ouais, Oui. de l'informatique dans le digital, mais je vois pas comment ça va vraiment aider mes clients. Si j'ai 200 clients, comment vous allez mettre ces 200 clients dans vos publicités? Non, ça me parle pas. Oui, mais Si vous aviez autre chose, je sais pas. Vos 200 clients, monsieur, c'est des entreprises, on est bien d'accord. Ouais, c'est des entreprises, c'est des particuliers aussi. D'accord, et ces entreprises, ils ont bien des clients, monsieur, on est d'accord. Oui, ils ont des clients, ouais. D'accord. Parce que nous, en fait, tout ce qu'on peut, comme je vous ai dit, ce qu'on peut vous faire, par exemple, c'est un partenariat de communication, mais c'est d'autres types de partenariats. Parce que, après, en fonction de notre. Enfin, alors, vous voyez, nous, on fait des bières. Mm. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que, par exemple, on peut vous. Nous, notre intérêt, c'est de vendre le plus de bières possible. Mm. Et du coup, si on vous dit, par exemple, voilà, je sais pas, vos clients, il y a un code promo, vous commandez 20 packs de bière, Mm. bah, ça vous coûtera moins cher que d'en commander 10. Et pour les fans de Desperado, ça pourra vous faire, oui, ça pourra vous faire gagner de l'argent. Mm. Et nous, on pourrait vous payer pour ça, pour faire de la communication à travers votre clientèle. Mm. Donc je pense que ça pourrait être intéressant de prendre rendez-vous. Moi, je ne veux rien vous vendre au téléphone. Mm. Moi, tout ce que je veux, c'est de vous expliquer notre offre plus en détail Mm. et de voir comment on peut faire affaire, Mm. comment on peut vous aider, comment on peut vous apporter de la valeur, tout simplement. Ok. A few moments later. Je pense qu'une fois qu'on a compris un peu comment tu as fait pour être directeur commercial à 19 ans, je pense que ce serait bien de se prêter à l'exercice. On a parlé de pas mal de choses. C'est vrai. Ce serait intéressant de... Stratégie de LinkedIn, tout ça. Oui, tout ça. Je pense que ce serait bien de simuler ça ressemble à quoi un appel. Ok. Moi, c'est quelque chose qui me passionne particulièrement, tu vois. Parce que l'idée, en fait, lorsque je regarde ce métier, moi qui est fanatique de ce métier, je vois beaucoup plus le loup de Wall Street. Bah oui, c'est vrai, Tu c'est vois, une tu vois tous mauvaise ces image. commerciaux qui appellent... Pas tu vois des d'empathie, trucs. Ouais. C'est vrai que d'honneur quand t'acceptes. dans la vraie vie, j'ai vu pas mal de commerciaux le faire, mais c'est pas comme dans le loup de Wall Street, tu vois. Le gars, il est là, il aide ses commerciaux, il montre comment il faut faire, etc. Et moi, j'ai envie qu'on simule quelque chose. Alors, moi, j'ai une idée, j'ai un exemple de... Tu vas être le commercial qui m'appelle pour ton client, disons Digital Expertise, Mhm. qui développe des logiciels, qui va faire Oui. ton marketing, qui va t'aider à avoir plus de clients. Et moi, je suis directeur d'un restaurant. Ok, Et moi, ce que je veux, c'est que tu m'appelles et que tu puisses me convaincre de pouvoir prendre un service chez vous. ok, bah c'est parfait. De pouvoir prendre un service pour ton client. Eh ben, c'est très bien, on peut commencer. Ouais, on peut commencer si tu veux. Bonjour monsieur Bayou. Bonjour, Ça va bien? ça va et vous? Vous allez bien? Moi je veux bien, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Vous êtes bien le décisionnaire monsieur Bayou? Oui, je suis le décisionnaire. Ok, bonjour, donc je suis Peter pour l'entreprise Digital Expertise et j'aimerais vous demander quels sont vos projets en ce moment. Mes projets, comment vous voulez savoir? Ici, nous, on vend de la nourriture. On vend, voilà, on fait des burgers. On est un très bon restaurant. On a des D'accord. clients sympas qui nous aiment. Voilà, et tout. D'accord, et comment est-ce que vous faites actuellement pour attirer des clients monsieur Bayou? Nous avons un client qui est bien positionné dans la ville. D'accord, Nous sommes au 10e Paris et voilà, les clients sont satisfaits. ok. Et est-ce que vous avez un site web monsieur Bayou? Les sites web, non, on n'a pas de site web. Non, D'accord. pourquoi?
Parce que vous savez que le site web, ça augmente significativement vos revenus en fonction, alors après de votre positionnement aussi, mais ça augmente en moyenne de 40% vos revenus. 40% de mes revenus. Ouais. Ça veut dire... Parce que vous êtes mieux référencé, il y a plus de gens qui vous voient, et ça vous permet d'attirer beaucoup plus de clients qu'avant. Est-ce qu'un site web va faire que les clients viennent dans mon restaurant? Bien sûr, bien sûr. Le site web seul, peut-être pas, mais en tout cas avec le référencement, si vous avez du SEO, nous on peut vous amener sur ces terres-là. Le SEO, c'est quoi Le SEO, c'est du référencement, c'est-à-dire que quand vous avez un site, votre site sur Google, il est référencé. Et il est référencé, donc il est plus ou moins mis en avant en fonction de si vous êtes populaire, et de combien vous payez aussi. Et nous, on est capable de vous faire ce qu'on appelle du MO par heure. Du MO par heure, donc c'est quand on vous met en avant sur Google, notamment pour qu'il y ait plus de clients qui viennent vous voir. Et l'idée, c'est de vous ramener des réservations, de vous remplir des tables. Ça vous intéresse, monsieur Bayo, d'augmenter votre chiffre d'affaires de 40%? C'est vrai que je suis pas très convaincu parce que je comprends pas trop cette idée. D'accord. Là, a priori, c'est quoi? Les gens vont rechercher des restaurants sur Google, c'est ça? Alors c'est ça en fait, ce qui se passe quand les gens vont chercher des restaurants sur Google dans votre zone géographique, c'est qu'ils vont tomber sur des suggestions. Et les suggestions, elles pourront plus ou moins prendre en compte votre propre restaurant. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on a des stratégies chez Digital Expertise pour vous mettre en avant. Et on pourra déjà, si vous n'avez pas de site, on pourra vous concevoir un site parce que ça augmentera radicalement vos ventes. Et ça vous permettra, je sais pas, aujourd'hui si vous faites, vous voyez, on vous dit 300, on pourra vous passer à 400 € par jour, quoi, vous voyez, par exemple sur votre restaurant. Moi, je suis très sceptique par rapport à tout ça. Ah oui? Oui, je suis très sceptique parce que je sais pas si un site va vraiment m'aider. Je suis pas prêt à investir dans... D'accord. Dans ça, je suis pas très sûr que le site va m'aider. Aujourd'hui, moi, j'ai mon restaurant, ça fonctionne bien. J'ai mes clients, chaque jour je fais mon chiffre d'affaires. À la limite, je voudrais peut-être que des gens commandent plus à distance, mais voilà, mais mon restaurant fonctionne bien. Je suis pas trop convaincu de ce que vous êtes en train de dire. D'accord. Ouais. Alors il y a deux choses. Déjà, pour que les gens commandent plus à distance, il faut qu'ils aient les moyens de commander plus à distance, donc il faut qu'ils aient un site. On est bien d'accord que vous n'avez pas de site actuellement. Mais moi j'ai un partenariat, je suis chez Deliveroo, les gens commandent chez Deliveroo. D'accord, vous êtes chez Deliveroo. Et qu'est-ce que vous avez actuellement comme solution mise en place chez Deliveroo? Non, je mets des photos de nos plats. D'accord. Et on a des clients qui vont commander. D'accord, alors nous on va pouvoir vous apporter de la valeur sur non pas le fait de remplacer Deliveroo, mais on va compléter leur offre. C'est-à-dire que Deliveroo actuellement ils vous font des réservations, ils vous apportent des clients. Nous c'est exactement la même chose. On va faire absolument la même chose, mais on va le faire à travers un site web. C'est-à-dire que au lieu d'avoir, imaginez vous avez, je sais pas, une source de revenus, nous on va vous en donner plusieurs autres. C'est-à-dire que Deliveroo actuellement c'est une source de revenus, vous avez votre propre restaurant et votre emplacement qui sont une deuxième source de revenus, mais nous on va vous ramener beaucoup plus de sources de revenus différentes, vous voyez. Donc on va vous ramener la source de revenus du site web. Nous, toujours ce que je dis aux prospects, aux clients, c'est que nous ne sommes pas un coût, nous sommes un investissement. C'est-à-dire que la question que vous devrez vous poser, c'est pas combien est-ce qu'on va vous coûter, mais combien est-ce qu'on va vous rapporter. Et moi je pense que, vous voyez, si vous êtes actuellement, par exemple, selon les statistiques, actuellement la moyenne des restaurants, elle est à 300 € par jour, vous pourriez passer avec nous à 400. Donc je pense que ça pourrait vraiment... Moi, mon but c'est pas de vendre que ce soit au téléphone. Mon but c'est juste de prendre rendez-vous avec vous et pour voir ce qu'on peut vous faire au niveau de... Enfin, voir ce qu'on peut vous apporter. Au niveau en du plus site de ça. web là. Au niveau de tout, au niveau du site web, au niveau de votre branding, est-ce que vous avez un logo actuellement? Bah écoutez messieurs, j'ai pas beaucoup de temps pour discuter avec vous au téléphone. Là il faudrait que je vague à d'autres occupations. Bien sûr. Alors moi mon but c'est juste, est-ce que on peut vous rappeler mercredi vers 14h30? Mercredi vers 14h30 pour parler de quoi? Pour vous ramener des clients, pour parler de comment vous pouvez augmenter votre chiffre d'affaires, de comment vous pouvez remplir plus de tables, avoir plus de commandes. Pour avoir plus de commandes, ouais, ça m'intéresse. Avoir plus de commandes. Mais c'est vrai que je ne suis pas trop convaincu par votre explication. D'accord. Le site, ça va me permettre d'augmenter mes commandes, commandes, c'est ça le problème. C'est un site qui va vendre mes plats ou... C'est ça, vous aurez un site, en fait vous aurez un site avec comme une forme d'e-commerce, on pourra vous appeler pour soit réserver une table, soit commander un plat directement à travers Deliveroo. Donc en fait on va vous permettre de vous alimenter votre pipeline Deliveroo et vous ramener des commandes supplémentaires sur des solutions qui existent déjà chez vous. Donc nous c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne va pas remplacer des solutions d'avant, on vient se greffer, on vient alimenter, on vient compléter des solutions que vous aviez auparavant et des solutions que vous utilisez toujours. Et ça coûte combien tout ça?
Alors, comme je vous disais tout à l'heure, la question, c'est pas combien ça vous coûte, c'est combien ça va vous rapporter. Parce que nous, justement, le but de notre rendez-vous, c'est de voir, d'évaluer vos besoins, d'évaluer votre situation actuelle, pour voir combien on peut vous rapporter en termes de chiffres, de combien d'argent on peut Mais vous vous n'avez rapporter. vous n'avez pas une estimation, monsieur, j'ai pas trop de temps, donc Si, j'ai on besoin a- de savoir combien ça peut me coûter Ça peut vous pour coûter. voir si fonction. effectivement je peux investir dans ça. On a un gros catalogue et en fonction de ce qu'on va... Après, si vous n'avez pas forcément beaucoup de budget, on peut commencer petit, mais on va vous rapporter aussi plus petit que si vous investissez 5-6 000 euros par mois, par exemple. Vous voyez, enfin, 5-6 000 euros dans un plan marketing. Mais après, en fonction de ce que vous pourrez prendre, nous, on pourra vous rapporter plus ou moins de bénéfices. Donc l'idée, c'est vraiment de voir quels sont vos besoins et de voir combien on peut vous rapporter pour voir ce qu'on peut vous proposer et pour voir combien on peut vous rapporter par rapport à ce que vous avez dépensé. L'idée, c'est de vous faire gagner de l'argent et de vous faire gagner des clients. Ok. Sachant que nous, par exemple, je vous donne un exemple, on avait un monsieur à Clignancourt qui possédait 3 restaurants. Il avait 3 restaurants, et sur ces 3 restaurants, il avait zéro, il n'avait pas de site, il avait comme vous, il avait rien. Il n'avait pas de stratégie réseaux sociaux, pas de stratégie SEO, donc pas de référencement, il avait rien. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a ramené, on lui a créé un site de zéro, on lui a créé un site grâce à Digital Expertise, et on lui a créé, enfin on l'a tout créé de zéro. Et il a augmenté en 3 semaines, il a triplé son chiffre d'affaires. C'était, voilà, alors, il était absolument fasciné parce que c'était vraiment bon. On a fait un très bon travail. Il a triplé, il est passé de 400 euros C'était un restaurant? par jour à 1200. Il avait 3 restaurants et sur chaque restaurant, il a triplé son chiffre d'affaires. Il a triplé ses commandes et aujourd'hui, il est très satisfait. Donc je pense que ça pourrait vraiment vous correspondre, ça pourrait vous intéresser de tripler votre chiffre d'affaires, monsieur Bayou. Bah bien sûr. Ouais, je pense que c'est intéressant. Mais vu que j'ai pas trop de temps, Bien sûr, je peut-être peux on prendre va- votre mail, monsieur Bayou. Mon mail, je dirais à la secrétaire de vous l'envoyer. Donc, vous Très bien. contactez ma secrétaire, elle va vous Bien donner sûr. mon mail. Je peux prendre donc le numéro de votre secrétaire, s'il vous plaît? Non, je peux pas les regarder là maintenant. Vous avez fait comment pour... vous pouvez contacter ma secrétaire, vous pouvez pas? Votre secrétaire, alors on peut trouver votre numéro, il est disponible sur internet, mais si vous pouvez juste me donner le numéro de votre secrétaire, ce serait plus rapide. Je sais pas trop. Essayez de regarder, peut-être, je sais pas, vous trouvez mon mail. Comme vous avez fait pour me trouver, pour avoir mon numéro. Sur les pages jaunes, vous êtes disponible. Oui, essayez d'envoyer un mail avec les informations. Peut-être D'accord, un mais je peux message. compter sur vous pour 14h30 la semaine prochaine, mercredi. Mercredi, on verra. J'ai pas beaucoup de temps. Très bien, On bah, verra, En tout cas, moi je compte sur vous, monsieur Bayou, je vous enverrai un mail de confirmation. Et puis je vais essayer de trouver votre secrétaire, comme ça je peux vous rappeler demain. Si c'est votre secrétaire qui répondra, bah, de toute manière je pourrais lui demander son mail et je pourrais vous envoyer comme ça un deuxième mail pour voir si. Enfin voilà, pour que vous puissiez confirmer notre rencontre. En tout cas, moi je compte sur vous, monsieur Bayou. Je vous souhaite une très bonne journée, comme ça on pourra augmenter votre chiffre d'affaires tous les deux et on pourra vous apporter de la valeur. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Portez-vous bien et à bientôt. A few moments later. Bien, t'as bien convaincu. C'est vrai que t'as été un client difficile, hein. Oui, La bien sûr. plupart des clients sont pas aussi difficiles. Non. Après, moi, bon, moi, je prends le pire des cas. C'est-à-dire que Ah oui, moi, je prends le pire des cas. c'était serré, hein. Dans le pire des cas, comment tu fais pour vendre? Alors un truc que je vais vous donner, une technique commerciale, vraiment, c'est une technique de prospection. Vous essayez de reprendre les termes que vous dit votre prospect. Par exemple, si votre prospect vous dit, voilà, est-ce que vous venez pour réserver? Vous dites oui, je viens pour vous ramener des réservations. Vous ne dites jamais non. Vous ne dites jamais non. Vous dites toujours oui, peu importe ce qu'il vous dit. Si vous dites n'importe, vous dites oui, je viens vous ramener des réservations. Est-ce que vous venez pour réserver? Réservation. Vous voyez, il y a un pont. Donc vous amenez ça par la langue et ça, en fait vous reprenez les mots de votre prospect Ouais. pour mieux lui vendre et ça marche. Moi, le peu de fois où j'ai essayé, ça a closé à chaque fois. Donc c'est vraiment quelque chose de... Enfin, à mon avis, vous pouvez vraiment faire, faire du bénéfice là-dessus et je pense que ça peut vraiment vous rapporter du taux de conversion. Super. Bon bah... Ok, on a parlé beaucoup de... On a parlé beaucoup, effectivement. On a parlé de pas mal de... On a parlé de la vente, voilà, on a parlé de... Donc voilà, pour résumer, si vous voulez devenir directeur commercial d'Innovant, trouvez votre équipe, organisez-la, créez-lui des process, voilà, des process, trouvez-lui voilà, un produit à vendre évidemment, et ensuite faites fonctionner ça et maintenez-le sur LinkedIn, comme ça vous pourrez avoir des bonnes opportunités avec la stratégie familiale que je vous ai donnée. La plupart des gens dans les familles ne se connaissent pas, la plupart des gens de l'entreprise ne se connaissent pas, donc vous pouvez en profiter, démarcher les gens, envoyer leur des messages
envoyez-leur des joyeux anniversaires, je ne sais pas quoi. La plupart des gens, quand ils reçoivent, ils sont super contents, là, ils vont s'abonner à vous, ils vont se connecter. Ok. Donc voilà. Ok, du coup, Peter, là on a parlé un peu de commerce et tout. Ce serait bien peut-être de parler d'un autre sujet. De philosophie, par exemple. Ouais, philosophie, pourquoi pas. Ça va de philosophie, Pourquoi pas alors. philosophie La philosophie, donc moi j'ai été en prépa de philo et puis je fais toujours de la philo actuellement. C'est vrai que c'est un domaine un peu de passion parce que je gagne pas ma vie avec, mais bon, après tout, moi c'est un de mes hobbies. La philosophie, comment fonctionne la philosophie? Pour faire rapide, pour faire vite, c'est une pyramide. Donc à la base, vous avez la métaphysique, donc c'est les principes fondamentaux de la réalité. Par exemple, vous avez dès que A égale A. Donc A égale A, il n'y a pas besoin de le démontrer. Ça, c'est la métaphysique, ça? Oui, c'est de la métaphysique. C'est de la A égale métaphysique. A égale A. C'est à la fois un principe de métaphysique et d'épistémologie. Ok. L'épistémologie. Moi, je pensais plus à épistémologie. Alors voilà, qu'est-ce que l'épistémologie? L'épistémologie, c'est l'étude de la connaissance. Donc c'est tout ce que vous pouvez savoir sur le fait même de connaître. Est-ce que, par exemple, il y a des gens qui vous diront, voilà, nous, on ne peut rien connaître, la vérité n'existe pas. Et ben, l'épistémologie, c'est le fait d'investiguer, de comprendre ce qu'est la connaissance et de voir comment on peut savoir qu'on sait quelque chose, comment on peut connaître une chose, comment on peut vérifier qu'une chose est vraie et d'avoir de développer une méthodologie, on pourrait dire même en science, une déontologie. Ensuite, après ça, quand vous avez des propriétés fondamentales de la réalité, que vous avez le moyen de prouver, de vérifier que ce que vous dites est vrai, et ben après vous avez l'éthique. Donc l'éthique, c'est comment vivre votre vie. Donc d'abord c'est qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que vivre sa vie, voilà, qu'est-ce que l'être humain. C'est des choses qui se définissent et qui se définissent dans l'idée. Alors l'idéal philosophique, c'est de définir ça scientifiquement. Chez les Grecs anciens, vous aviez alors Socrate, donc qui est mort pour la vérité apparemment. Socrate qui est mort pour la vérité parce qu'il avait défendu quelque chose qui ne plaisait pas aux Athéniens de son époque. Il avait défendu l'idée de construire sa vie en fonction de principes rationnels, et on l'a condamné à boire le poison de la ciguë pour ça. Donc le poison de la ciguë, c'est un poison mortel, et donc Socrate, c'est pour ça qu'on dit que Socrate est mort pour la vérité, parce qu'il avait défendu l'approche rationnelle de la vie, tout simplement, de déduire des principes de vie, C'est quoi ces principes exactement? C'est alors, quoi vraiment alors l'éthique, justement, ça c'est de l'éthique. l'éthique. L'éthique, donc là pour l'instant dans la pyramide philosophique, on a la 3e étape sur 5, on a fait la métaphysique, l'épistémologie et l'éthique. L'éthique, c'est comment vivre sa vie. C'est quoi la pyramide? Tu peux décrire? Alors, il y a une pyramide, comme je vous ai dit, au départ, à la base, vous avez la métaphysique. Si vous n'avez pas, chaque élément dépend du précédent. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une bonne métaphysique, vous ne pouvez pas avoir une bonne épistémologie. C'est quoi la métaphysique? En une phrase. C'est les principes fondamentaux de la réalité. Principes fondamentaux de la réalité. Ça n'a rien à voir avec le spirituel. Alors, c'est ce qu'on définit comme le spirituel. C'est encore une fois, après, si on définit le spirituel comme Alors, il y a aussi la notion, en métaphysique, il y a la notion de qu'est-ce qu'est la sensation. La sensation, c'est, voilà, on sent quelque chose, est-ce que cette chose est valide, est-ce que cette chose n'est pas valide? Est-ce qu'on peut considérer ce qu'on sent comme vrai, ou est-ce que cette chose n'est pas vraie? Est-ce qu'on peut la démontrer? Voilà, c'est ça, est-ce qu'on peut démontrer que cette chose est vraie? Donc c'est toute la notion de la métaphysique et l'épistémologie, ça sert à parler de ça. Par exemple, moi j'ai une hallucination, est-ce que cette hallucination est vraie? Et ben la métaphysique permet de démontrer qu'une chose est vraie ou n'est pas vraie. Par exemple, si quelqu'un vous dit, voilà, nous vivons dans la conscience de quelqu'un d'autre, la vie n'existe pas, voilà, c'est la Matrix, la métaphysique et l'épistémologie permettent de démontrer que cette théorie est fausse. Parce que la métaphysique et l'épistémologie permettent de démontrer que nous ne sommes pas dans la matrice. Voilà, nous ne sommes pas. Alors, peut-être que nous sommes dans la matrice, mais en tout cas, le monde, l'univers n'est pas fondamental. L'univers, c'est-à-dire tout ce qui existe, n'est pas fondamentalement dans la matrice. Il y a un univers de base qui est vrai. Et si on veut prouver qu'on est dans une matrice, alors il faut le prouver. C'est à celui qui affirme une chose de prouver ce qu'il affirme. Voilà, donc ça, c'est les principes. Ça, c'est un principe d'épistémologie. Ensuite, on a l'éthique. L'éthique, c'est à partir des principes de la métaphysique et de l'épistémologie, de voir les principes selon lesquels on doit vivre sa vie. Donc qu'est-ce qui fait ce qu'on appelle, les Grecs disaient la vie bonne. Qu'est-ce qui fait qu'une vie est bonne? Qu'est-ce qui fait qu'une vie est mauvaise? Est-ce qu'on peut être, par exemple, est-ce qu'on peut être un criminel? Est-ce qu'on peut passer sa vie à taper des gens et vivre une vie bonne? Et l'éthique répond à ça. Et l'éthique, sachant que l'éthique est quelque chose qui, dans l'esprit de l'éthique, est tout à fait objectif. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a démontré. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être rationnel et démontré en principe qui doit être démontré à partir des principes de la métaphysique et de l'épistémologie. Voilà. Et ensuite, on a la politique. Donc, une fois qu'on a démontré comment on doit vivre on a la métaphysique, on a l'épistémologie. C'est ça, on a l'éthique. On a l'éthique. Donc, la politique. Quand on sait comment vivre notre propre vie, on doit être capable de régler notre vie en communauté.
Parce qu'admettons, on vit avec, je sais pas, 2, 3, 15 personnes, on doit dire, voilà, qu'est-ce qui fait, par exemple, que ce qui appartient à moi appartient à moi? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, voilà, on a un gouvernement, qu'est-ce qui fait que ce gouvernement est légitime? Qu'est-ce qui fait, par exemple, je sais pas, on a un groupe, voilà, on a une famille, et puis on a une autre famille. Admettons, il se passe quelque chose entre une famille, qu'est-ce qui fait qu'on doit décider de faire la guerre à cette famille? Ou qu'est-ce qui fait au contraire qu'on doit décider de ne pas faire la guerre à cette famille? Qu'est-ce qui fait qu'on doit intervenir sur quelque part, et qu'est-ce qu'on fait qu'on doit se retirer de quelque part, vous voyez, par exemple? Ça c'est de la politique. Et la politique, c'est ce qui règle la vie en communauté. Donc à partir du moment où vous avez 2 personnes, ou même plus d'une personne, l'éthique peut s'appliquer à une personne sur une île déserte. La politique doit nécessairement s'appliquer à plusieurs personnes. Si vous avez plusieurs personnes, alors c'est de l'ordre de la politique. Et ensuite, après la politique, vous avez l'esthétique. L'esthétique, c'est l'étude alors de l'expression artistique, donc de ce qui est beau, de ce qui est laid. Quel est le critère de ce qui est beau et de ce qui est laid, de ce qu'on peut dire là. Mettons, il y a un truc qui est, je sais pas, on va dessiner un type recroquevillé. Est-ce que ce type est beau? L'esthétique permet de démontrer que c'est beau, que c'est moche. Mais sur quelle base ça? Ah bah justement sur les bases déjà de métaphysique, d'épistémologie, d'éthique, de politique, et ensuite sur les bases esthétiques. L'esthétique en fait, l'idée dans l'esthétique, c'est que l'art est l'expression de nos valeurs. De l'expression de nos valeurs, pas forcément nos valeurs, souvent quand on dit nos valeurs, ce sont nos valeurs, quand on dit valeurs morales, vous voyez, ce sont les valeurs politiques en fait, hein, c'est les valeurs comment est-ce qu'on doit interagir avec d'autres gens. Mais en fait, les valeurs, ça peut être des valeurs métaphysiques, des valeurs épistémologiques, des valeurs éthiques, des valeurs politiques, mais aussi des valeurs esthétiques. Par exemple, la valeur de ce qu'on appelle la prémisse de l'univers malveillant, c'est une prémisse esthétique qui affirme, enfin qui sous-entend quelque part, que l'homme est fondamentalement condamné à échouer, que l'homme est fondamentalement condamné à perdre, que l'homme ne peut pas avoir une vie bien remplie, et que l'homme est quelque chose de misérable dans un monde qui est contre lui, et qu'il n'y a aucun moyen de se sortir de ça. Ça c'est par exemple si quelqu'un a déjà lu Lovecraft. Lovecraft est ça, Lovecraft c'est la prémisse d'univers malveillant. C'est un univers qui est malveillant, qui empêche l'homme de réussir, et qui rend l'homme fondamentalement misérable, et incapable de réaliser quoi que ce soit. Voilà. Ça c'est une prémisse esthétique. Mais une prémisse esthétique, par exemple, vous voyez, chez Lovecraft, on a plein de, je sais pas, des créatures absolument monstrueuses qui écrasent complètement le sujet. Et voilà, ça c'est de l'esthétique. Mais ça c'est chez Lovecraft, et l'esthétique, après, elle peut influer sur nos prémices, même métaphysiques. Parce que par exemple, comme je disais tout à l'heure, on peut démontrer, grâce à des prémices, enfin grâce à des démonstrations métaphysiques et épistémologiques, que le subjectivisme est faux. Mais par exemple, Lovecraft, en vertu de ses prémices esthétiques, va dire que nous vivons tous dans l'esprit de Oz. Alors Oz c'est quoi? C'est une créature qui n'est même pas concevable. Donc elle est même pas inintelligible. On sort de la raison. Il n'y a plus de raison, il n'y a plus rien. Voilà. Il y a juste Oz, et Oz rêve de quelque chose, et ce dont Oz rêve est la réalité. Et la réalité dans laquelle nous vivons, et nous vivons seulement dans l'esprit de Oz. Donc ça c'est un exemple de subjectivisme dans le cadre d'une prémisse d'univers malveillant. Voilà. Ok. Et toi, du coup, l'univers malveillant, c'est très fortement lié à la religion? Ça peut l'être, ça dépend de la religion, ça dépend de la manière dont on l'exprime. C'est-à-dire que la religion, ça dépend de quelle religion on parle. Il y a des religions qui sont plus ou moins positives que d'autres. Il y a des religions, par exemple, il y a des religions naturalistes, il y a des religions, on pourrait dire super naturelles, mais qui sont plutôt des religions mystiques. Par exemple, Platon est quelqu'un qui a qui est pas quelqu'un de religieux, enfin qui est pas a priori quelqu'un de religieux, mais qui est quelqu'un de très mystique. Qui a étudié en Égypte. Notamment, mais qui est quelqu'un, donc Platon, il dit, après en Égypte il y a des choses bonnes, enfin je sais pas, ça dépend de ce qu'on prend, de qui on parle en Égypte, effectivement, mais Platon est quelqu'un qui va être, il va affirmer qu'il y a 2 réalités. Il y a une réalité qui est ce qu'on perçoit, et il y a une réalité qui est la vraie réalité. Et en fait, c'est ce qui se passe toujours chez les mystiques, c'est que la réalité non perceptible, donc la réalité dont on ne peut avoir aucune idée, est toujours la réalité supérieure. Mais moi je pense que c'est fondamentalement, c'est fondamentalement contraire à l'épistémologie. Qu'est-ce qui est contraire à l'épistémologie? Si Platon me dit, déjà, est-ce que Platon, lui, il est avec les thèses épistémologiques et tout? Parce que s'il me dit la réalité qui n'est pas perceptible est supérieure à la réalité qui est perceptible, l'épistémologie nous dit très bien que ce qui n'existe pas n'existe pas.
A égale à A. Mais ça, alors, déjà, pour expliquer ça, il faudrait faire une démonstration qui durerait quelque chose comme 1h15. Mais en gros, bon, pour résumer, oui, A égale A, l'existence existe, c'est logique. Ce qui n'existe pas n'existe pas. Il n'y a, ah oui, c'est ça. Tout ce qui, alors là, l'expression, alors il y a un proverbe pour ça. En logique, c'est, le rien n'existe pas, il n'y a que des quelque chose. Il n'y a que des quelque chose, donc le rien n'existe pas. C'est-à-dire que s'il y a un rien, alors ce rien n'est rien. Ce rien est littéralement rien, donc ce rien n'existe pas. Alors que si quelque chose existe et en existant n'est rien, alors ce n'est rien, donc ça n'existe pas. Donc il n'y a pas de rien, les riens n'existent pas, il n'y a que des quelque chose. Mais effectivement chez Platon nous dit que, alors il en fera un principe d'épistémologie élémentaire qui est, après Platon il suit certains autres principes d'épistémologie. C'est-à-dire que quand il raisonne, il te donne des principes qui suivent l'épistémologie. Non mais en fait moi j'ai un problème avec ces gars, avec Platon. J'ai un problème avec ces gars, c'est un de ces philosophes. Si tu dis que tu suis les principes épistémologiques, il faut tout suivre. C'est-à-dire que la philosophie au-dessus, d'après la pyramide que tu viens de décrire, oui. C'est-à-dire que pour être bon philosophe, si tu parles déjà de philosophie, oui. pour raisonner et tout, faut que tu traverses vraiment toutes ces étapes. Tu peux pas arriver au-dessus et tu me dis, t'as une loi que non, tu respectes pas, non. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que par exemple, si tu as quelqu'un qui va te dire, voilà, moi je défends, admettons, un objectiviste qui défend une certaine pratique en politique, et tu vas avoir quelqu'un d'autre qui va dire, je défends la même pratique en politique. C'est pour ça que tous sont pas crédibles au final. Eh bah oui, parce que celui qui aura, par exemple, objectiviste, qui aura un certain nombre de principes épistémologiques, métaphysiques, épistémologiques, éthiques, et qui vont le mener à ces principes politiques, ne va absolument pas avoir la même légitimité, même si ces principes sont faux. Même si ces principes sont faux, il n'aura pas la même légitimité que celui qui dira « Moi, je sais même pas ce que c'est, les principes métaphysiques, épistémologiques et éthiques. » Il dira juste là, moi, j'ai des principes politiques, et puis... Je pense qu'il faut faire... Et puis voilà, c'est tout. Je pense qu'il faut augmenter la retraite à 70 ans. Voilà, c'est comme ça, voilà, il faut augmenter la retraite, je sais pas, à 80 ans, voilà, c'est bon. Voilà, c'est parce que c'est comme ça, parce que voilà, moi admettons quelqu'un dit, moi je pense qu'il faut augmenter la retraite à 70 ans parce que j'en ai rêvé. Ouais. C'est pas un principe légitime. Comment est-ce qu'on sait que c'est pas légitime? Parce que ce dont on a rêvé n'est pas forcément une chose objective. Il y a des choses qui sont objectives, qui s'appliquent à tout le monde. La réalité est A égale A, la réalité est quoi qu'il arrive. La réalité est quoi qu'il arrive, et on peut pas juste dire voilà, moi j'ai rêvé d'un truc, et donc je déduis ce truc, et je vais dire là, je vais extrapoler ça à tout le monde, dire comme j'ai rêvé que la retraite devait être à 70 ans, ou à 80 ans, je vais dire là, la retraite va être à tel âge pour tout le monde. C'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Et après, c'est des choses, pour comprendre ces principes d'épistémologie et de métaphysique, il faudrait des conférences d'une heure, il faut regarder sur le Ayn Rand Institute. Mais bon, ça c'est... mais c'est autre chose. C'est ça. En fait, il y a toujours une façon de penser. Je pense que l'univers est vraiment très divergent. Et voilà, malheureusement, on ne peut pas toujours, même dans le cadre d'une vie normale, on ne peut pas toujours prendre un principe et le respecter à 100%. C'est-à-dire que... Ah, mais ça c'est toute la question. Alors ça, il y a toute une question de ça en philosophie, de qu'est-ce que vivre en fonction d'un principe. Est-ce que vivre en fonction d'un principe, c'est vivre 100% en fonction d'un principe? Est-ce que vivre en fonction d'un principe, c'est appliquer ce principe quand on peut l'appliquer? Est-ce que, quand on peut l'appliquer, est-ce que quand on peut l'appliquer, ça veut dire pouvoir l'appliquer? C'est tout un ensemble de questions. C'est pas là tu me dis ça comme ça, mais voilà, c'est des choses, il y a des démonstrations de ça. Et toute l'idée de la philosophie, c'est de rendre notre vie, enfin les principes qui gouvernent notre vie, objectifs. C'est-à-dire de pas dire voilà, moi j'ai rêvé que la retraite devait être à 60 ans, à 70 ans, à 80 ans, et ben on va rendre ça voilà à l'âge arbitraire où j'ai dit que ça devait être. On va rendre ça légal et légitime pour tout le monde. C'est ça. L'idée de la philosophie, c'est de rendre les principes de notre existence légitimes, raisonnables, et de les rendre objectifs pour tous. Pour tous. On va rester sur ces mots. Voilà. Donc, je pense que, en tout cas, merci Peter. Je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses. C'est vrai, ouais. On a parlé de philosophie, on a parlé de commerce, deux thèmes qui n'ont a priori rien à voir. Rien à voir. Je pense que c'est comme ça. On a des passions un peu cachées, sombres, obscures. Ah bah mon père, par exemple, il fait des Lego. Il a accumulé 150 000 balles de Lego. Il a accumulé, il a des caves. Il a une, enfin pas des caves, pardon. Il a un grenier rempli de coffres et de trucs. Il achète des Lego au kilo, il en achète, il les met sur une table, la table elle fait je sais pas 10 mètres carrés, pouf, il déballe tout. Il déballe tout. C'est des passions. Ah oui, c'est ça, on a des passions parfois qui sont inattendues.
Ouais, qui sont inattendables. auxquels nous ne nous attendons pas. Je vous remercie à tous en tout cas. C'est tout. Je remercie Monsieur Bayot pour Ouais, cette bien sûr, au cette plaisir excellente interview. de t'inviter encore une Ah prochaine bah oui, pour fois, parler de ma foi. philosophie pour le coup, parce que le commerce, je connais beaucoup plus en philosophie que je ne connais en commerce. Ah ouais, C'est vrai. c'est vrai, en plus tu n'as que 19 ans, donc C'est il y a vrai, encore c'est une vrai. bonne marge de Ah, il y a progression. beaucoup de choses à apprendre. Mais pour tout déjà, le monde. bravo à toi, félicitations pour ce que tu fais, je pense que c'est très Merci. appréciable, je pense que tu es un génie aussi. Merci, c'est gentil. Donc voilà, les abonnés nous diront en commentaire en tout cas. On se dit très bientôt pour une prochaine vidéo. Pour Bah une oui, prochaine à discussion, très je bientôt. pourrais t'inviter. Voilà, on fait comme ça. Salut. Ciao.